la fondation, d'une certaine façon, ça c'est la Grande Guerre. Parce que ça c'est le moment où, pour la première fois, beaucoup de musulmans arrivaient en France pour rester en France, pour vivre en France, d'abord comme soldats et travailleurs pendant la guerre, et après la guerre comme travailleurs dans l'économie française. Et alors, ça, c'était la première fois où beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans vivaient ensemble, vivaient juste à côté et avaient l'occasion d'interagir l'un avec l'autre. Et pour les raisons que j'ai déjà expliquées, avec l'idée de l'union sacrée, les promesses des possibilités d'intégration, même pour les Juifs, c'était juste une décennie après l'affaire Dreyfus, qui était très difficile pour les Juifs, une affaire de l'antisémitisme intense, choquant pour les Juifs. Même pour les Juifs, c'était une occasion d'intégration plus forte, mais en particulier pour les musulmans qui manquaient la citoyenneté, il y avait beaucoup de promesses que si les musulmans battaient très fort pour la France, il y aurait l'occasion d'être citoyen après la guerre. Ça n'arrivait pas. Alors, c'était en ce moment-là qu'on voit les aspects déjà de division et de possibilités d'intégration, d'unité entre les deux groupes avec l'État français et la politique française au centre. La deuxième époque très importante, c'était l'époque entre deux guerres. Dans cette époque-là, il y avait les premiers voisinages, en particulier à Paris et à Marseille, où les Juifs et les musulmans vivaient ensemble. Et ça ouvrait beaucoup d'interactions très intéressantes, d'une certaine façon très typique méditerranéenne depuis longtemps entre juifs et musulmans, dans les sphères de commerce où les juifs et les musulmans entraient dans les cafés de l'un et l'autre, dans les sphères de musique, où il y avait des musiciens juifs et musulmans qui jouaient ensemble, chantaient ensemble. Il y avait en particulier ce groupe fameux El Moutribia, qui a été commencé par Edmond Yafil, un juif algérien, et après lui, le chef d'orchestre, c'était Maheden Bashtarzi. Pendant longtemps, la grande majorité des musiciens dans ce groupe classiquement arabe, d'une certaine façon, étaient les juifs. Et les juifs et les musulmans jouaient et chantaient ensemble dans ce groupe en Algérie et en France, très souvent pendant l'entre-deux-guerres. Il y avait aussi des petits cafés au Saint-Gervais, par exemple, à Paris, où les Juifs et les musulmans faisaient la musique ensemble. Et en même temps, c'était une période aux années 30 avec les questions politiques très intenses et les conflits politiques très intenses. Et en particulier, il y avait deux questions qui étaient très importantes en ce moment-là pour les Juifs et les musulmans et pour la République. C'était la question de la montée du fascisme et la réaction de l'antifascisme, l'alliance de la gauche entre communistes, socialistes et radical socialiste qui devenait le Front populaire, et en même temps la question d'Algérie, la question de l'avenir d'un espace qui était, c'est important se souvenir, c'était pas que une colonie, c'était en majorité vraiment partie de la France. Partie de la France comme Paris ou Lyon, c'était annexé dans ces grands centres de population au XIXe siècle. Et alors, c'était une question très compliquée pour la France, comment d'intégrer d'une certaine façon l'Algérie comme partie de la France. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette population algérienne des indigènes, avec beaucoup de promesses d'assimilation. Ça restait la ligne officielle de la politique française en Algérie pendant tout le temps là-bas, mais avec énormément de discrimination légale et extra-légale contre les musulmans en Algérie.
Et aux années 30, il y avait en 1934 deux émeutes qui, d'une certaine façon, concentraient ces questions. L'émeute un peu plus connue pour les historiens français, ça c'est de février 34, excusez-moi, l'émeute contre la République de la droite, qui vraiment commençait ce moment de conflit entre droite et gauche et qui a fait les racines du Front populaire comme une coalition contre les menaces du fascisme. Et l'émeute de Constantine en août 1934 entre juifs et musulmans, où à la fin, il y avait 25 juifs et 3 musulmans qui sont morts. C'est une vraie tragédie. Et après ça, il y a un vrai sens d'une crise en Algérie. Pas qu'une crise pour les relations judeaux-musulmans, mais une crise pour tout le territoire. Parce qu'il y a la possibilité que tout le monde reconnaît que la prochaine fois, ça serait une émeute pas contre les Juifs, mais contre les colons, contre la France. Et alors, ces deux émeutes concentraient ce sens de crise. Et alors, en même temps, aux années 30, que les Juifs et les musulmans continuaient de participer ensemble dans ces espaces sociaux et culturels aux métropoles et dans toute la Méditerranée française. Il y a aussi de plus en plus les espaces politiques qui sont souvent les espaces de conflit, les espaces des nationalistes algériens qui commençaient en ce moment-là, qui parlaient des émeutes à Constantine comme une émeute nationaliste contre la France, par exemple, qui éventuellement sont contre le Front populaire. En même temps, les espaces, les premiers espaces des zionistes en France, des pro-palestiniennes en France. Et il y a un moment d'espoir avec le Front populaire où il y a beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans qui participaient ensemble, avec beaucoup d'espoir dans le Premier ministre Léon Blum, le premier juif en France, qui a aussi fait une proposition pour une loi à réformer le statut des musulmans en Algérie, qui était soutenu par beaucoup d'Algériens. Mais enfin, ça c'était un moment bref, avec beaucoup de dessous après, en particulier des musulmans, de manque de réforme, et les catégories politiques d'opposition, des nationalistes, des zionistes, les catégories de la droite extrême qui montaient, qui disaient que les juifs et les musulmans n'étaient pas tout à fait françaises. Toutes ces catégories de conflits montaient à la fin des années 30 dans une manière qui, d'une certaine façon, formait les racines de plus de conflits pendant et après la Deuxième Guerre. La période prochaine, très importante, c'est la période de Vichy et l'occupation. Et pendant cette période-là, on sait très bien cette période de tragédie pour les Juifs, la persécution contre les Juifs, mais on ne connaît pas très bien que c'était aussi une époque très compliquée pour les relations avec les musulmans. Si pendant l'entre-deux-guerres, il y avait des Juifs comme Léon Blum qui avaient la capacité à former la politique vers les musulmans en Algérie et d'autres espaces, pendant la période de l'occupation, il y avait une sorte de bouleversement de pouvoir. C'est-à-dire que soudainement, il y avait beaucoup de personnes à Vichy, aux partis politiques de la droite, même à la résistance éventuellement, qui essayaient de tirer en particulier le soutien des musulmans. Pour Vichy, il y avait ce point de vue qui disait que l'Empire était la dernière chose qui protégeait le pouvoir français, qui garantait la possibilité d'un renouvellement de la France après la guerre. Et alors, il fallait garder l'Empire
en tout cas. Et une question très importante, ça c'était la loyauté des musulmans. Alors Vichy essayait avec pas mal d'argent, même pour les projets comme les mosquées, pour les fêtes musulmanes, avec beaucoup de propagande, à garder la loyauté des musulmans parce qu'en même temps, les nazis, les Allemands, essayaient de leur côté de tirer cette loyauté. Et dans cette situation là-bas, les musulmans avaient la capacité, comme tous les Français, à déterminer d'une certaine façon le destin des Juifs. C'est-à-dire, ils avaient besoin de faire des choix dans les situations politiques, dans les situations quotidiennes, vers leurs compatriotes juifs, s'ils voulaient les aider, s'ils voulaient les reporter aux autorités, s'ils voulaient battre ensemble dans la résistance. Toutes ces choses passaient dans cette période-là. Les musulmans n'étaient pas en général plus antisémites que la population française, n'étaient pas moins antisémites que la population française. Il y avait beaucoup d'histoires des musulmans qui participaient dans les partis d'extrême droite, mais aussi beaucoup qui participaient dans la résistance ou les armées de libération de l'Afrique du Nord. Il y a une histoire très complexe qui, d'une certaine façon, est emblématique de cette ambiguïté. Ça, c'est l'histoire de la Grande Mosquée de Paris pendant la guerre. Le recteur, M. Sirhador Ben Gabrit, il avait la capacité d'aider quelques juifs qui essayaient de passer comme musulmans, en général des juifs d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, qui avaient quelquefois la capacité de parler en arabe, qui connaissent un peu l'islam, qui essayaient de se présenter comme musulmans, et quelquefois qui essayaient de tirer l'aide de la mosquée. Et c'est clair que dans quelques cas, Sirhador Ben Gabrit, peut-être aussi les imams à la mosquée, ont aidé les juifs. Mais en même temps, Sirhador Ben Gabrit, il a reçu les supplications de l'administration pour les aider, pour identifier les gens qui disaient « je suis musulman, je ne suis pas juif ». Et on trouve des documents où il dit « ah non, 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 ce n'est pas un musulman ». Alors, il a compris que cette personne-là serait identifiée comme juif. Et il a fait ça en 43, 44, dans une époque où les gens ne comprenaient plus sur le Shoah, sur le destin des Juifs en France. C'est difficile à comprendre tout à fait ses actions, ses motivations, mais on peut imaginer qu'il était dans une situation fragile. C'était une institution musulmane en France. Tout son pouvoir était de l'État. Toute la situation pendant l'occupation était difficile. Il voulait d'abord se protéger et à protéger son institution et la population musulmane. Et on sait qu'au début de l'occupation, il a reçu des visites des Allemands qui disaient qu'ils savaient qu'il a fait des choses pour aider des Juifs. Et on imagine qu'il avait de peur après ça pour se protéger et pour protéger son institution. Alors c'est une histoire très complexe avec une sorte de résistance en même temps qu'une sorte de collaboration et accommodation vers les autorités. Et ça, d'une certaine façon, c'est une miniature pour cette période complexe des relations entre Juifs et musulmans. Après la guerre, on entre dans une autre époque vraiment centrale, c'est la guerre d'Algérie. Ça a commencé en 1954, ça va durer jusqu'en 1962. C'est une guerre qui était terrible pour la France, pour l'Algérie. À la fin, c'était une sorte de guerre civile et c'était une période décisive
pour les rapports entre juifs et musulmans. Il y avait en cette époque-là 140 000 juifs en Algérie qui étaient citoyens français, mais aussi avec beaucoup de loyauté vers la terre d'Algérie, la culture algérienne, largement une sympathie pour les conditions difficiles des musulmans en Algérie. Alors, ils étaient au milieu dans cette guerre. Et il y avait un côté des nationalistes de Front de Libération Nationale et d'autres groupes qui battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et sur l'autre côté, il y avait l'armée française et l'État français qui parlaient tout le temps d'une France qui forgeait toute la Méditerranée, qui était une force pour la civilisation, qui avait la capacité, ils ont dit, d'intégrer tous ces citoyens. Et à la fin de la guerre, il y avait aussi une force, l'organisation de l'armée secrète, qui battait pour garder l'Algérie française, en tous les cas, même avec beaucoup de sang. Ça, c'est notre compréhension de cette guerre. Ils étaient les forces les plus importantes. Mais en même temps, les Juifs et les musulmans qui vivaient en Algérie et en France vivaient une guerre très complexe, avec les loyautés souvent assez complexes, avec moins de clarté sur la fin de la guerre, parce que jusqu'au 61, même 62, ce n'était pas clair pour la majorité des gens quoi va être la fin de la guerre. S'il y aura l'indépendance algérienne, peut-être une autonomie algérienne qui restait d'une certaine façon française. Et pour ces Juifs et les musulmans, c'est-à-dire que cette période voyait beaucoup de rapports assez complexes. Je donne un exemple frappant, c'est d'un monsieur Abdelkader Abdelrazik. Il était une descendante d'un grand héros nationaliste algérien, Abdelkader, du 19e siècle, le premier leader de résistance contre les Français après l'invasion française en 1830. C'était l'arrière-petit-fils de ce grand héros. Mais il a été très complexe dans ses loyautés. Il est arrivé en effet en Palestine en 1947 pour essayer de battre sur le côté zioniste dans cette guerre d'Israël. Il était refusé parce qu'il était arabe, musulman, mais il est allé pour vivre sur un kibbutz. Il se mariait avec un juif marxiste et en 1954, avec le début de la guerre, il est arrivé en Algérie pour battre pour le FLN, le Front de Libération Nationale. Et il était l'ambassadeur de FLN pour l'Allemagne de l'Ouest et pour la Suisse. Et en même temps, il croyait tout le temps qu'il avait la possibilité de trouver un pont entre une Algérie démocratique qu'il imaginait et un Israël qu'il voyait pas comme une force coloniale, mais comme une force anticoloniale d'une certaine façon. Alors, il a écrit un livre, Le conflit judéo-arabe en 1961, où il disait il y a une analogie très forte entre les zionistes qui battaient contre l'Empire britannique et les Algériens actuels qui battent contre l'Empire français. Et alors, il imaginait la possibilité d'une sorte d'accord judéo-musulman après le succès d'une Algérie indépendante. On sait bien que ça ne va pas passer comme ça. En effet, la fin de la guerre était un moment de tournant pour ces relations. C'était très important de beaucoup de raisons. Une raison principale, c'était le fait que dans le cours de la guerre, dans son effort de vraiment franciser l'Algérie et gagner la guerre, la France
a décidé enfin de faire tous les musulmans en France citoyens de manière entière. C'était vraiment dans la loi de la Constitution de 58, de la Ve République. Et alors, enfin, les musulmans en Algérie avaient la citoyenneté française. Mais en effet, ça sera très bref. C'est-à-dire qu'en 61, 62, quand c'était de plus en plus clair que la France n'aurait pas la capacité de rester en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie ne resterait pas française. Les Français commençaient à changer leur politique et à prendre ces gens qui étaient citoyennes tout entières françaises hors de cette catégorie de citoyennes et les mettre dans une autre catégorie, entre guillemets, que musulmane. Et alors, si on examine tous les documents de ce moment-là, on voit que de plus en plus, il y a deux catégories de tous les gens qui venaient d'Algérie. C'est que les Européennes et les musulmans sont exclus de plus en plus de cette catégorie et les musulmans. C'est un moment très important parce que pour nous, c'est d'une certaine façon très automatique qu'il y a cette exclusion parce que c'est la réalité depuis la guerre. Mais c'était en ce moment-là où ces deux catégories étaient concrétisées dans une manière très très forte. Et alors, il y avait des gens qui, en effet, en 58, par exemple, s'étaient expliqués par l'administration française comme citoyennes entières, égaux, c'est-à-dire musulmans qui vivaient en France, qui, le même groupe en 63, était expliqué par l'administration française comme musulmanes, pas citoyennes. Et ce changement, en ce moment-là, où beaucoup de musulmans arrivaient d'Algérie et à peu près tous les juifs d'Algérie arrivaient en France et à peu près tous les pieds noirs, les colons, arrivaient en France, c'était un moment de tournant très important pour leur statut. Et après ça, toutes les possibilités de logement, toutes les possibilités de carrière, toutes les possibilités d'éducation étaient différentes pour des gens, des pieds noirs et les juifs, qui étaient traités comme citoyens français, européens, avec les droits d'être rapatriés. Et il y avait une loi pour les droits des rapatriés et l'assistance sociale à eux. Et les musulmans, qui n'avaient pas les mêmes droits, n'avaient pas les mêmes possibilités. Et si on veut vraiment comprendre les divisions qui venaient après la guerre, qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est un moment de tournant très important. À la fin des années 60, il y a un autre moment très important, ça c'est la guerre de 6 jours au Moyen-Orient en 67 et juste après les événements de 68 en France, mai 68. La guerre de 6 jours, c'était un tournant qu'on connaît au Moyen-Orient, c'est-à-dire que l'Israël a vaincu ses voisins arabes très vite, très fortement, et a transformé la géographie de la région. En train de cette guerre, il y avait une sorte d'explosion d'identité juive publique pour Israël en France, sans précédent. Et beaucoup de donateurs d'argent pour Israël, beaucoup de participation dans la rue, avec les chants, avec toute cette visibilité, tous les étendards israéliens, des choses comme ça. Et en même temps, il y avait une sorte de mobilisation plus petite, mais importante en tout cas, des musulmans en France pour Palestine. Et une sorte de honte parmi beaucoup de musulmans après la défaite dans cette guerre. Mais franchement, c'était
la combinaison entre cette guerre et les événements de 68 avec l'émergence d'une nouvelle gauche en France, une gauche affiliée au tiers-monde, au troisième monde, aux causes de maoïsme, de trotskisme, de beaucoup de mouvements de la gauche extrême, qu'un mouvement pro-palestinien vraiment française émergeait. Et alors, avec beaucoup de mouvements de gauche agrandissaient en France, beaucoup de mouvements de gauche d'étrangers entraient en France en ce moment de mai 68, avec toute l'énergie de la gauche et la gauche extrême. Ça, c'était le moment où il y avait les premiers comités palestiniens, entre guillemets, ces premiers groupes pro-palestiniens en France. Et alors, avec les événements de la guerre de 6 jours et le mai 68, il y avait de plus en plus juifs et musulmans en France qui s'identifiaient en principe par le conflit au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient publics avec leur affiliation dans ce conflit-là, et ça a fait que c'était plus difficile, pas du tout impossible, mais plus difficile pour beaucoup de gens, de s'identifier aux manières différentes. Ça aide à expliquer, par exemple, les émeutes en Belleville en juin 68 entre juifs et arabes, juifs et musulmans de voisinage. Ça, c'était un voisinage un peu comme les voisinages que j'ai expliqués aux années 30 à Paris, à Marseille, mais beaucoup plus grande, avec sa population juive et musulmane qui vivaient ensemble, qui visitaient l'un et l'autre sur les fêtes juifs et musulmans quelquefois, avec des gâteaux, avec des fruits, une ambiance d'une certaine façon très maghrébine entre les deux populations. Alors c'était choquant qu'en juin 68, il y avait ces émeutes pendant 2 jours très violentes entre juifs et musulmans, avec beaucoup de fenêtres, des magasins brisés, même une sorte d'invasion d'une synagogue, des émeutes très fortes. Les esprits étaient calmés vitement juste après, et les gens là-bas et dans d'autres voisinages continuaient à vivre ensemble. Mais un changement de cette époque important, c'était le fait que, à cause de ces affiliations très fortes avec le conflit au Moyen-Orient, il fallait qu'il y avait des espaces qui étaient très divisés, très marqués pour l'un et l'autre, les musulmans et les juifs, et que les relations plus quotidiennes, plus amicales, avaient besoin de passer hors de ces espaces. C'est-à-dire que sur les mêmes rues, il y avait des cafés qui étaient marqués par un portrait du leader arabe Nasser, qui étaient des cafés des musulmans, et les cafés avec les portraits de Moshe Dayan, grand héros de la guerre de 6 jours. Et autant que les musulmans et les juifs pouvaient s'asseoir dans ces cafés sans grand problème, il y avait des espaces dans la rue, dans le marché, où ils pouvaient vivre ensemble, faire leurs interactions sans problème. Mais il fallait qu'il y avait d'une certaine façon règles de jeu, que chaque groupe avait son espace propre avec cette affiliation ethnique ou religieuse, et que autant que cet espace était sécurisé d'une certaine façon, il y avait les possibilités de mélanger dans d'autres espaces. Et donc aux années 70 et aux années 80, on a un moment où les deux groupes cherchaient des manières de vivre ensemble avec leurs identités publiques plus fortes d'une certaine façon, ethniques et religieuses, mais en même temps, ils cherchaient des manières de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une grande question pour la France dans cette époque-là. Est-ce que la France avait la capacité d'élargir la définition d'être française au public, élargir
la notion d'une république avec une sorte de multiculturalisme. Et alors, il avait ces mouvements pour les droits arabes aux années 70, en particulier le mouvement des travailleurs arabes, qui était aussi lié avec la cause palestinienne. Et il y avait aussi ces groupes pro-israéliens qui, de plus en plus, liaient leur message avec une sorte de souvenir de Shoah et l'émergence de ce souvenir en espace public aux années-là. Tous ces mouvements émergeaient plus forcément aux années 80 avec l'élection de François Mitterrand qui parlait d'une France plus multiculturelle, qui parlait d'une droite de différence pendant sa campagne pour la présidence. Et en ce moment-là, il y avait beaucoup de forces qui semblaient à promettre une nouvelle France. Il y avait le mouvement Beur pour les droits des immigrés arabes et musulmans en France. Il y avait l'émergence de ces associations comme SOS Racisme, Anti-Racisme, où partenaient quelquefois les juifs et les musulmans travaillaient ensemble. Mais en même temps, il y avait l'émergence d'une nouvelle droite extrême assez forte avec la croissance du Front National, qui émergeait vraiment en 83-84 comme une nouvelle force politique française et qui était clairement une révolte contre cette nouvelle France plus multiculturelle et qui a créé l'impression, pas que sur la droite extrême, mais pour la majorité de la France, que France avait un problème des immigrantes et c'est-à-dire un problème des immigrantes arabes ou des immigrantes musulmans. Et après les années 80, ce discours de problème des immigrés, qui était traduit par beaucoup de gens comme immigrés arabes ou immigrés musulmans, ça restait partie importante, malheureusement, du discours politique en France. Et ça, c'est un parti important de conflit qui agrandissait, en particulier depuis l'année 2000, avec beaucoup de raisons, mais en particulier, on a la croissance de conflits global entre un islam politique extrême et beaucoup de pouvoirs de l'Ouest. Et la perception d'un conflit global qui envahit en France. On a aussi ces différences socio-économiques qui continuaient depuis longtemps, qui trouvent leurs racines dans l'époque coloniale et dans ce moment de tournant post-colonial à la fin de la guerre d'Algérie que j'ai décrit. Et on a aussi la continuation du conflit israélo-palestinien comme un conflit international avec les identités des juifs et des musulmans très fixées souvent sur ce conflit-là. Et alors, on arrive à un moment avec beaucoup de raisons pour lesquelles les juifs et les musulmans sont pas nécessairement capables de voir ce qui est commun entre les deux groupes, mais où beaucoup de juifs et musulmans sont convaincus que leurs identités basiques sont très liées au conflit.